Monsieur le ministre, permettez, messieurs, dames, avant d'accueillir Madame la députée Obono, députée France Insoumise, et de reprendre la discussion, je voudrais qu'on aille sur de nouveau un point de filtrage, point de blocage. Nous sommes avec Ahmed qui est en direct avec nous. Bonjour Ahmed, merci de nous accorder quelques instants. Vous avez entendu les propositions du président de la République, les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Qu'en dites-vous? Est-ce que ce soir, vous y trouvez votre compte? Vous dites la lutte continue. Quelle est votre réaction? Ben oui, j'ai bien entendu, j'ai bien suivi l'élocution du président de la République. J'ai trouvé éprouvé, solennel et éprouvé. Néanmoins, j'ai trouvé que les réponses n'étaient pas très appropriées. En tout cas, pas en rapport avec le peuple. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ses propos, ben le peuple il passe encore une fois derrière des miettes, des choses qu'on va lui octroyer comme ça, comme si on mendiait quelque chose. Non, je pense que le peuple, c'est lui qui est là, c'est lui qui l'a porté au pouvoir. Je pense que nous avons cru à un moment donné, enfin, j'ai pas voté Macron, mais on y a cru. On s'est dit bon voilà, une nouvelle jeunesse, une nouvelle politique, des nouveaux jeunes qui arrivent en politique. Mais non, ils sont arrogants comme lui. Il est arrogant. Il n'a pas répondu au peuple. Et encore une fois, il répond à côté. Il répond Monsieur avec Chériette, 3 pardon, semaines mais il de a fait retard, son mea 4 culpa, le semaines de président. retard. Oui. Pardon, il a fait son mea culpa, le président de la République, en reconnaissant que certains de ses propos avaient pu être blessants. Et ensuite, il est allé vers des annonces concrètes sur le SMIC, sur la prime que doivent verser certaines entreprises, sur les heures supplémentaires et sur l'allocation, sur l'annulation de la hausse de la CSG pour les petits retraités. Oui. Il a fait son mea culpa, vous l'avez dit, effectivement, il a fait son mea culpa. Est-ce qu'un président doit faire son mea culpa? Il doit simplement exercer la fonction pour laquelle il est mis en place, c'est-à-dire présider un pays, un peuple. C'est-à-dire qu'il doit être au plus proche de ce peuple, en souffrance. Ce peuple, il lui dit depuis 4 semaines, nous sommes en souffrance. Nous sommes en souffrance. Il n'arrête pas de répéter les mêmes choses depuis 4 semaines et il trouve à dire, voilà, on va vous donner 100 euros. 100 euros pour des miettes. Pour moi, ce sont des miettes. À quel moment on met les concertations citoyennes là-dedans, on les met. À quel moment il vient voir ce peuple? Il vient dire, ben je vous ai entendu et on va mettre telle chose en place. On va mettre des actions en place, telles par exemple les concertations citoyennes. Ça, moi je l'ai pas entendu malheureusement et personne ne l'a entendu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben comme on n'est pas entendu et que ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on est sur le terrain, eh ben on continue. Qu'est-ce que vous voulez? On va continuer bien entendu. C'est normal qu'on continue. Aujourd'hui, c'est pas avec ces mesurettes qui ont été posées qui va arrêter le mouvement. C'est qu'il a toujours pas compris. Moi, je sais pas qui sont ses conseillers, mais je pense qu'il devrait changer parce que ses conseillers, ils lui veulent pas du bien. Alors, permettez qu'on revienne vers vous, monsieur le ministre, avant de donner la parole à Madame Obono et monsieur Cauchy. C'est le sentiment que l'on entend ce soir. Ce ne sont que quelques représentants, mais tout de même, de Gilets jaunes, comme quoi le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? D'abord, je voudrais dire quelque chose de positif et de constructif à monsieur, c'est que, et le rassurer d'une certaine façon, c'est que les débats citoyens, ils vont avoir lieu, bel et bien, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, comme l'avait commencé à le dire le Premier ministre, comme le confirme le Président de la République, il y aura des débats dans toute la France, et notamment dans les mairies. Encore une fois, la valorisation des communes, c'est un des enjeux importants de ce que l'on va faire dans les temps à venir, et ces débats vont permettre de façon démocratique de mettre sur la table des thèmes qui sont justement ceux que vous évoquez, c'est-à-dire le thème de la fiscalité, le thème du pouvoir d'achat, le thème des questions institutionnelles, donc des réformes institutionnelles nécessaires en France, et le thème aussi du changement climatique, ne l'oublions pas au passage, pour voir comment est-ce que nous avons dans le futur une économie qui va avec l'écologie et qui permette la justice sociale. Nous sommes en train de changer d'époque totalement, nous le savons bien, il y a les révolutions numériques et la révolution écologique qui sont souvent soulignées sous l'angle des périls, mais qui représentent aussi des nouveaux métiers, des nouvelles possibilités. Tout ceci doit être débattu pour qu'à la fin, nous arrivions à ce qu'il y ait de l'emploi pour tous, du plein emploi j'ai l'impression qu'on va vers de nouvelles manifestations, monsieur le ministre. Vous savez, il y aura ce qu'il y aura. Ce que je vois, c'est que quand même, samedi dernier, ça s'est mieux passé que le samedi précédent. Que beaucoup de gens se rendent compte que c'est pas le mieux, c'est relatif. Je vous l'accorde volontiers. L'idéal, ce serait évidemment qu'il n'y ait pas cela. Je pense que personne n'y gagne. Encore une fois, nous gagnerons ensemble
où nous perdons ensemble. Lorsque le pays va moins bien économiquement, personne n'y gagne. Donc ce qui est très important aujourd'hui, ce n'est plus de manifester, ce qui est très important, c'est d'être force de proposition. On voit bien quand on entend les différentes personnes que tout le monde ne dit pas exactement les mêmes choses. Donc c'est normal pour un gouvernement de se trouver au milieu de choses différentes que demande le peuple. Et c'est par le débat, par une structuration du débat, qu'on va arriver à des solutions dans le futur. Je reste optimiste sur ce point. Moi, je crois beaucoup au bon sens du peuple français. Madame Obono. Mais le bon sens, il vous dit que là, ce sont des miettes. Et ce n'est carrément pas à la hauteur de la situation. Pour moi, 100 euros, c'est pas des miettes. Hein, je peux vous dire. En gros, ce que vous avez fait, la hausse de 100 euros par exemple, c'est que les un petit peu moins pauvres donnent pour les un petit peu plus pauvres, en laissant de côté une bonne partie, les personnes en recherche d'emploi, les personnes en travail précaire, en travail partiel. Vous allez à nouveau protéger les très très riches, parce que qui est-ce qui va payer cette hausse ? Le président l'a très bien dit, ce ne seront certainement pas les entreprises, ce ne seront pas les très très riches puisque vous maintenez l'ISF et pas les très très grandes entreprises qui profitent aujourd'hui des 40 milliards de CICE dont vous leur avez fait cadeau aujourd'hui. Donc en vrai, ce n'est absolument pas à la hauteur des dizaines de milliers de concitoyens et concitoyennes qui manifestent depuis plusieurs semaines et qui vous ont fait entendre leur souffrance, mais dont vous continuez à ignorer la grave réalité. Madame Donc Obono, non, ce n'est pas à la hauteur. Madame Obono, vous souhaitez qu'il y ait de nouvelles manifestations samedi ? Mais la question, c'est pas ce que moi je souhaite. Vous l'avez entendu. On a entendu Jean-Luc Mélenchon quand même tout à l'heure appeler samedi à continuer le combat. C'est ce qu'il a dit. Avec les risques que cela peut présenter aussi. Écoutez, il y a eu des dizaines de milliers de manifestants et manifestantes samedi dernier, comme les samedis précédents, qui ont exercé leur droit constitutionnel de manière pacifique. Et il y a eu les casseurs aussi. La très grande majorité a manifesté de manière pacifique parce que le pouvoir continue à refuser d'entendre ces revendications. Et le corollaire, c'est malheureusement la casse aujourd'hui. Non, le corollaire, ce n'est pas ça. Ce qui s'exprime, et encore une fois très largement dans la population, pas simplement à Paris, dans tous les territoires, c'est un sentiment d'injustice sociale. Et cette injustice sociale, cette injustice fiscale, le président continue à s'arc-bouter contre les mesures qui permettraient une véritable égalité fiscale, par exemple en reprenant les 4 milliards d'ISF, en reprenant les 40 milliards... Attendez. Les 100 euros de hausse du SMIC, rappelons-le quand même, pour donner un ordre de grandeur des choix que vous avez fait. Les 100 euros que vous financez sur la prime d'activité, donc la solidarité nationale, donc tout le monde paie. Ces 100 euros-là vont devoir être trouvés pour 2 milliards. 2 milliards, c'est 2 fois moins que les 4 milliards de l'ISF. C'est 20 fois moins que les 40 milliards du CICE. Vous voyez bien qu'en vérité, il a rabattu de sa morgue, c'est sûr, mais il continue à garder ce cap aveugle d'extrémiste de la finance, qui est le président des riches. Sur quel le chiffre éditorial économique ? Juste pour rappeler un peu l'histoire, il faut rappeler que j'entends bien ce que vous dites sur l'ISF, sauf que on était les seuls déjà depuis 40 ans à avoir un impôt sur la fortune. On était ceux qui taxaient le plus déjà le capital. Oui, bien sûr. Mais si, bien sûr que si. Non. Et ça nous a pas empêché d'avoir à la fois, comme aucun autre pays, du chômage et de la précarité. Ce que je veux dire, c'est que si la taxation des super riches était le remède miracle à tous nos problèmes, vu qu'on les taxait déjà beaucoup, excusez-moi. On le saurait, c'est juste ça. Oui, non, mais si vous permettez, d'abord, la taxation des super riches a beaucoup été réduite, mais là encore, on parle d'une question d'égalité fiscale. On a exonéré les très très riches depuis 20, 30 ans, 40 ans. On a réduit sur l'impôt, c'est l'impôt sur la solidarité pour la fortune. On continue à maintenir un système où l'impôt se concentre sur 5 tranches au lieu d'être étalé, comme nous le proposons, sur 14 tranches. Donc, oui, c'est la même chose. Revient sur les annonces, on taxe beaucoup. Non, on taxe pas beaucoup tout le monde. On taxe beaucoup les plus modestes. Et on continue à ne pas taxer ceux qui récupèrent la richesse nationale produite par les salariés. Je vous renvoie au rapport de Oxfam et tous les rapports internationaux qui montrent que notre pays est très très riche. Il est très riche grâce au travail des salariés. Et ce travail-là, il est récupéré par les plus riches. Permettez que l'on aille retrouver M. François Asselin, qui représente la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui a fait partie des interlocuteurs qui ont vu le président de la République ce matin. Monsieur Asselin, bonsoir, merci d'être avec nous. Que pensez-vous des annonces du président de la République, notamment sur les 100 euros par mois pour le SMIC, et puis cette prime que pourraient verser les entreprises volontaires? Alors vous avez 3 mesures directes pour le pouvoir d'achat, effectivement, vous le soulignez, 100 euros par mois financés par la prime d'activité pour le SMIC. Mine de rien, c'est quand même plus de 8% d'augmentation du SMIC, c'est pas rien.
Et puis vous avez les heures supplémentaires, nettes de taxes, nettes d'impôts. Alors là, c'était une mesure qui, par le passé, était extrêmement populaire, très bien comprise, très bien admise aussi bien par les employeurs que comme les salariés. Et j'ai fait un rapide calcul. Alors ne m'envoyez pas s'il n'est pas complètement exact, mais je crois que quelqu'un qui est au niveau du SMIC et qui ferait 39 heures par semaine, en plus des 100 euros nets, il aurait 160 euros supplémentaires. Donc franchement, c'est un beau coup de booster pour le pouvoir d'achat. Reste la prime dite prime de Noël, elle aussi nette de taxes et nette d'impôts. Alors j'espère que beaucoup d'entreprises pourront la verser, mais malheureusement, vous savez, une entreprise, c'est comme un foyer, elle ne peut verser que ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a encaissé. Et vu les semaines que nous venons de traverser, et qui j'espère ne vont pas s'éterniser, eh bien malheureusement, peu d'entreprises seront en mesure de motiver leurs salariés avec cette prime de Noël. Voilà, en tout cas, plutôt intéressant que le conflit se termine, quoi. Pour les salariés, pour ceux qui aiment travailler, oui, de toute façon, vous savez, il y a des choses qui se voient, c'est les exactions, c'est les magasins sans clients, et il y a des choses qui ne se verront pas, mais qui vont être terribles dans les jours et les semaines qui suivent. C'est les magasins et les entreprises qui vont baisser le rideau, et malheureusement, les salariés qui perdront leur emploi. Donc, cette grève, ce mouvement a fait malheureusement beaucoup de mal aux plus fragiles. Donc maintenant, ce qu'on peut souhaiter à tous, c'est que les quelques jours qui nous restent avant les fêtes de Noël, eh bien, soient fructueux pour un maximum de Français, un maximum d'entrepreneurs. Je crois que le pays a besoin de douceur. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Asselin de la CPME. Monsieur Cauchy, Benjamin Cauchy, gilet jaune, je veux dire, de la première heure, même si vous ne l'avez pas sur vous, vous le restez. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des annonces du président de la République? Ce sont des demi-mesures. Ce sont des demi-mesures qui ressemblent plus à un ajustement budgétaire qu'un véritablement un changement. Vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Asselin, parce que ça va être le gain pour les salariés. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, absolument. Donc pour les smicards qui sont 1,6 million en France, et qu'en est-il pour tous les autres salariés? Donc clairement, il y a une sorte de volonté de Monsieur Macron de vouloir acheter la paix sociale, mais pas de résoudre le problème de la misère sociale et de la détresse sociale. Donc le combat continue. Le combat continue Je sais que vous n'êtes pas représentant des Gilets jaunes, mais pour vous, ce soir, ça continue. Les gens se détermineront même en Assemblée Générale. Après, clairement, est-ce que c'est suffisamment, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que c'est suffisant? Qu'en est-il de l'allocation adulte handicapé? Qu'en est-il des pensions d'invalidité? Qu'en est-il de la réindexation des retraites au coût de la vie? Qu'en est-il de la remise en place de l'ISF, qui sont des points très importants? Et l'ISF, c'est un symbole. C'est aussi un symbole, Monsieur De Chypre. Et quand on fait de la politique, on ne fait pas seulement des calculs comptables. Il y a dans l'esprit des gens, même si ce n'est que 4 milliards, ou si vous dites... Vous savez combien ça a coûté un emploi, l'ISF? Vous savez que s'il n'y avait pas eu l'ISF... Non, ce n'est pas vrai. Attendez, je vous sors un calcul qui est sorti vendredi, qui est fait par un institut respectable, qui s'appelle Rexecode. En 2017, on aurait eu un PIB supérieur de 45 milliards d'euros à ce qu'il a été en réalité, 45 milliards d'euros qu'on aurait pu taxer, évidemment. Donc, encore une fois, moi je vous parle juste de chiffres et de voilà. Mais on va parler d'autres chiffres, Monsieur De Chypre. La réalité, c'est que ça a coûté de la croissance et de l'emploi à l'économie française. Non. Très bien. C'est pas l'ISF. Mais encore une fois, attendez, non, juste je termine. Si on a 2 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont les mêmes, qui sont celles qui créent le plus d'emplois, les 3/4 de l'emploi, c'est elles qui le créent. Si on en a 2 fois moins que l'Allemagne, si on en a 40 ou 50% de moins que la Grande-Bretagne, moi je veux bien que c'est parce que les patrons français soient plus cons que les Allemands ou les Anglais, mais c'est qu'il y a peut-être des raisons aussi qui ont empêché ces entreprises de prospérer. Alors excusez-moi. C'est en partie à cause de l'ISF. Et par ailleurs, la situation économique, c'est pas nous qui le disons, ce sont les instituts internationaux qui disent que bien avant ce mouvement-là, la situation économique était en berne parce que, n'est-ce pas? Mais à cause de la politique, y compris les impacts immédiat de la politique menée depuis 1 an. Donc ce n'est pas... Alors, il y a eu des impacts sur les commerçants et effectivement, c'est regrettable, mais ce n'est pas à cause du mouvement qu'aujourd'hui l'économie est en berne. C'est parce que ce gouvernement est incapable, effectivement, de proposer un vrai plan de relance de l'emploi qui profite à tout le monde. Parce que tout de même, vous donniez des chiffres, vous n'allez pas contester celui-là. La France est aujourd'hui le numéro 2 au monde du reversement des dividendes. Donc il y a de l'argent dans ce pays. Vous savez pourquoi? Là, il y a de l'argent dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas redistribué? Écoutez, parce que le choix est fait de rémunérer le capital plutôt que le travail. Voilà la vérité. Donc c'est encore un choix qui est fait politiquement de privilégier les plus riches. Dividendes dans les entreprises françaises. Et là, encore une fois, je ne vous parle pas des 40 entreprises du CAC 40, etc., qui sont des entreprises. Voilà, il y a 3 millions d'entreprises en France. La réalité, c'est que pourquoi on n'a en partie pas ces entreprises de taille intermédiaire, c'est parce que
quand vous payez l'ISF, que vous êtes actionnaire de ces boîtes, mais que vous ne les gérez pas, quand vous êtes d'une famille, vous possédez une partie de l'entreprise, vous payez l'ISF. Et pour payer cet ISF, vous ne pouvez le payer que si on vous verse des dividendes importants. Et ça assèche l'entreprise, ça fragilise l'entreprise. Bien sûr que si. Alors, Madame Obono, Monsieur Cauchy. Madame Obono, Monsieur Cauchy.